La tradition familiale de mon grand-père a envoyé mon petit frère de 12 ans à l'hôpital. Alors j'ai rassemblé des preuves et j'ai disparu le jour de mes 18 ans. Un an plus tard, mon cousin m'a dit que les plus jeunes commençaient eux aussi à refuser. Dans ma famille, tous les garçons devaient suivre une règle, faire saigner un cousin ou rester affamés toute la semaine. Chaque samedi, tous mes cousins âgés de 10 à 18 ans se retrouvaient dans le garage de mon grand-père. 2 entrèrent dans un cercle tracé à la craie. Seul celui qui faisait saigner l'autre avait droit au dîner pour les 7 jours à venir. Ils appelaient ça « forger la fraternité par la souffrance ». Mon grand-père avait instauré cette tradition à son retour du Vietnam. J'ai vu mourir de jeunes Américains tendres, en pleurs, appelant leur mère, nous disait-il, en balayant nos visages de son regard fixe. Aucun de mes petits-fils ne sera faible. Mes oncles faisaient respecter les règles avec une fierté dérangeante. L'oncle Marco gardait même un album photo de ses victoires, des pages entières de visages de cousins ensanglantés datant des années 1980. Alors, quand j'ai eu 10 ans, j'ai passé mon anniversaire dans ce garage, entouré de cousins qui portaient encore les marques de combats passés. Je me disais que ce ne serait pas si terrible, que je pouvais me détacher mentalement et faire semblant que ça n'arrivait pas vraiment. Quelle erreur! Ce n'était pas juste une question de faire couler un peu de sang. Il fallait que le sang touche le sol en béton, et aucune aide médicale n'était accordée tant que le vainqueur n'avait pas terminé son repas. Les gagnants mangeaient comme des rois. Les perdants restaient assis à la même table, les yeux rivés sur leurs assiettes vides. Des frères affrontaient leurs frères. Les pères misaient sur leurs propres enfants. Le premier combat est toujours spécial, annonça l'oncle Tony en me poussant vers le cercle. Mon adversaire, mon cousin Louis, avait lui aussi 10 ans, et tout aussi terrifié. Les hommes formèrent un mur autour de nous, scandant en boucle. Le sang crée la fraternité. Louis et moi tournions en rond, aucun de nous n'osant porter le premier coup. « Frappe-le » hurla mon père. Alors j'ai frappé, jusqu'à ce que son nez craque et que les gouttes rouges éclaboussent le sol. Ce soir-là, j'ai mangé du poulet et du riz, pendant que Louis, assis en face, pressait une serviette contre son visage, l'assiette vide. Les mois qui ont suivi nous ont tous brisés. Mon frère Anthony, 12 ans, a failli perdre un œil en affrontant notre cousin David. Roberto, autrefois un gamin doux comme tout, avait appris à se battre de manière sournoise. Doigts dans les yeux, morsures aux oreilles. « Faut bien manger », disait-il en crachant du sang. À mon 15e combat, je n'avais gagné que 7 fois. Pas assez pour échapper à la faim, mais assez pour connaître la satisfaction malsaine de voir les autres en être privés. Je détestais ce que je devenais. Notre communauté était si petite que plus de la moitié des enseignants de mon école étaient liés à notre famille. Alors évidemment, personne ne posait de questions. Je savais que si je ne trouvais pas une solution, ma vie serait fichue. Mais je voulais que le problème se résolve tout seul. Et un jour, ce fut le cas. On préparait la pièce de théâtre du printemps quand notre prof de théâtre nous montra des capsules de faux sang, de petites pochettes qui éclatent à l'impact, produisant un effet très réaliste. Une idée brillante m'a traversé l'esprit. J'en ai discrètement pris quelques-unes chaque jour pour tester mon plan. Le samedi venu, j'en ai glissé une dans ma paume avant d'entrer dans le cercle. Quand mon cousin Marco m'a attrapé en clé de bras, j'ai frappé la capsule contre mon nez. Du faux sang a coulé en abondance. « Il y a du sang par terre !» cria l'oncle Tony. « Marco a gagné !» Je suis resté à jeun, et pour la première fois, je ne ressentais aucune colère. Je me suis plutôt concentré sur le vol de nouvelles capsules. J'ai appris la technique à mes cousins plus jeunes, discrètement, pendant les pauses toilettes. On a mis au point un système. Des mouvements chorégraphiés qui avaient l'air violents, mais qui ne faisaient aucun mal. Une chute feinte ici, une capsule éclatée là. Pendant 3 mois, on a déjoué nos pères. On se passait les victoires selon les besoins de chacun. Mon petit frère avait retrouvé le sourire. On était des acteurs, pas des combattants. Tout allait bien jusqu'au jour où mon grand-père a fixé le visage intact de mon cousin après un combat soi-disant brutal. « Où sont les bleus ?» demanda-t-il. « Comment ont-ils guéri si vite ?» Le silence est tombé. Je fixais mes petits pois comme s'ils contenaient tous les secrets de l'univers. On pensait qu'il oublierait. Il n'a pas oublié. Le samedi suivant, tout avait changé. Fouilles au corps, détecteur de métal, oncle désigné comme arbitre à l'intérieur du cercle. Quand ils ont trouvé les capsules de sang collées à la ceinture de Domingo, mon grand-père a décidé d'en faire un exemple. 3 ados de 18 ans contre un gamin de 14 ans. Du vrai sang, des cris réels. Domingo a boité pendant des semaines. « T'es le prochain !» m'a lancé mon père ce soir-là. « Batte-toi comme un homme, ou je vais te montrer ce qu'est la vraie fraternité. » Je n'ai rien répondu. J'ai simplement sorti mon téléphone. Ça fait 8 mois que j'enregistre tous les combats, chaque passage à tabac, chaque famine forcée. Tout est dans un dossier en ligne auquel les services de protection de l'enfance et la police ont déjà accès. Chaque mot était un mensonge, mais peu importait. Tout ce qui comptait, c'était qu'ils arrêtent enfin la violence. « C'est terminé », dit Louis. Vincent était déjà au téléphone. « Police, venez au 1847 Oakwood Drive. Il y a des enfants en danger. Immédiatement, le garage est devenu une scène de chaos. Les mains de grand-père tremblaient alors qu'il tentait de prendre le téléphone de Vincent, mais ce dernier recula, serrant l'appareil. Le hurlement lointain des sirènes figea tout le monde. « Tu bluffes !» lança grand-père. Son œil de verre rivait sur moi pendant que l'autre scrutait les fenêtres.
Il fit signe de rester calme, mais je voyais bien la peur qui envahissait son visage buriné. Mon père se précipita vers moi, mais Louis et Vincent s'interposèrent. Louis avait encore du faux sang séché sous les ongles. « Ça s'arrête ce soir, mon oncle », dit-il d'une voix ferme. Malgré tout, je continuais mon bluff, la voix tremblante. « Regardez vos téléphones. À minuit, tout sera en ligne. 8 mois de preuves. » Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, mais je tenais tête au regard de grand-père. Un petit cri retentit dans un coin. Anthony venait de découvrir notre cousin Miguel, 8 ans, recroquevillé derrière l'établi, tenant le téléphone de son père en l'air. Il filmait tout. La petite lumière rouge clignotait comme une accusation silencieuse. L'oncle Marco arracha le téléphone des mains de Miguel, ses doigts massifs s'emmêlant sur l'écran en tentant d'effacer la vidéo. Mais Miguel murmura quelque chose qui le fit pâlir. « Je l'ai déjà envoyé à maman. » Les sirènes se rapprochèrent, puis soudainement bifurquèrent dans une autre rue. L'appel paniqué de Vincent avait donné une mauvaise adresse. Un soupir collectif parcourut la pièce. Mais leur soulagement transpirait la culpabilité. « Réunion de famille, tout de suite, dans la maison !» ordonna grand-père, reprenant son autorité. Il désigna Roberto. « Va vérifier les rues. Je veux être sûr qu'ils sont vraiment partis. Et personne ne sort tant qu'on n'a pas réglé ça. » On s'est dirigé vers la maison principale, comme des prisonniers. Les mères sont sorties de la cuisine, leur confusion se changeant peu à peu en horreur en voyant le sang sur les vêtements de leur fils. Elles connaissaient les combats. Elles faisaient semblant de ne pas voir. Mais l'histoire des privations de nourriture, ça, pour certaines, c'était une révélation. Le visage de ma mère s'est effondré quand elle a vu clairement, sous la lumière crue de la cuisine, l'hématome sur ma joue. Je pensais que c'était juste des chamailleries, dit-elle, mais sa voix s'est brisée sous le poids des mensonges qu'elle se racontait depuis des années. Mon grand-père se tenait à la tête de la table à manger, la même où les vainqueurs dînaient pendant que les perdants restaient affamés. Quiconque franchit cette porte ce soir est rayé de la famille. Plus d'argent, plus d'aide, plus rien. 3 mères étaient déjà en train de rassembler leurs enfants, les manteaux à moitié enfilés, les clés de voiture en main. Ma tante Catherine serrait ses jumeaux contre elle, tous deux arborant de nouveaux bleus issus du combat interrompu plus tôt. L'oncle Tony se plaça devant la porte d'entrée, bloquant le passage de sa carrure imposante. Personne ne sort tant qu'on ne sait pas exactement quelles preuves existent. Ça pourrait tous nous faire tomber. Pendant cet affrontement tendu, Louise croisa mon regard et me montra l'écran de son téléphone. Il enregistrait l'audio depuis plus d'1 heure. La batterie affichait 2%. Mon estomac se noua. Notre seule véritable preuve était en train de s'éteindre dans sa main. Puis, les lumières s'éteignirent. Roberto avait atteint le disjoncteur. Dans l'obscurité soudaine, des meubles tombèrent, des cris éclatèrent. Quelqu'un me donna un coup de coude dans les côtes, alors que les corps s'entrechoquaient dans le chaos. La fenêtre des toilettes, souffla Vincent à mon oreille. Nous fûmes 5 à ramper par la petite ouverture, pendant que nos pères hurlaient et trébuchaient dans la pénombre. Dès nos pieds au sol, nous nous sommes mis à courir, sans avoir besoin de nous coordonner. Les plus jeunes se dirigèrent vers la maison de mon ami Jake, à 3 rues de là. Vincent, Louis et moi prîmes la direction du McDonald's 24 heures de Main Street. La maison de Louis était plus proche, alors nous avons tenté notre chance là-bas en premier. Sa mère ouvrit en robe de chambre, l'air inquiet. Derrière elle, on devinait la silhouette de son mari dans le couloir. « Ton grand-père a déjà appelé », dit-elle sans croiser notre regard. « Partez d'ici, tout de suite !» La porte se referma violemment sous notre nez. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Une avalanche de messages, des menaces d'oncles, des supplications de mère, inquiètes, des injonctions de père exigeant notre localisation. Chaque notification me faisait trembler un peu plus. Au McDonald's, à peine avions-nous commandé qu'un manager s'approcha de notre table. « Votre grand-père a téléphoné », dit-il. « Il affirme que vous êtes des fugitifs. Je dois appeler la sécurité. » La lumière rouge de la caméra de surveillance clignotait au-dessus de nous, comme celle du téléphone de Miguel. Nous avons laissé notre repas intact et sommes repartis en courant. Désespéré, j'ai appelé Madame Rodriguez, ma prof de théâtre. Elle a décroché à la 5e sonnerie, la voix encore lourde de sommeil. Quand je lui ai expliqué la situation, elle a accepté de nous retrouver à l'école. Il y avait quelque chose d'étrange dans son ton, mais j'étais trop désespéré pour m'en soucier. Elle nous attendait sur le parking en arrivant, mais elle n'était pas seule. Le principal Morrison se tenait à ses côtés, les bras croisés. « Ta famille est morte d'inquiétude », dit Madame Rodriguez sans me regarder. Elle les avait appelés en premier, évidemment. La moitié du personnel de l'école était lié à notre famille d'une façon ou d'une autre. Nous avons détalé par le gymnase, mais Anthony s'est foulé la cheville en sautant la clôture. Son cri de douleur résonna sur le terrain de basket désert. Nous devions ralentir. On le soutenait à 2, mais on n'avait nulle part où aller. Ma carte bancaire a été refusée à 3 distributeurs différents. Grand-père avait déjà passé ses appels, verrouillé tous les accès pendant la nuit. Le téléphone de Louis s'est finalement éteint, emportant avec lui notre seul enregistrement. Le journal du matin passait sur un écran en vitrine. La police recherche plusieurs adolescents en fuite, issus d'une famille immigrée inquiète, annonçait la présentatrice. Je la reconnus, la fille de la coiffeuse de ma grand-mère. Peut-être qu'on devrait s'excuser, proposa Vincent, chancelant de fatigue. Le petit frère de Domingo, Sean, nous avait rejoints dans la nuit. Il releva son t-shirt, révélant des hématomes récents sur ses côtes. Voilà ce que j'ai eu après votre départ. Papa m'a donné une leçon sur la loyauté familiale. J'ai pris une décision. Je vais à la police, seul,
Trouvez un endroit pour vous cacher. Le poste de police sentait le café brûlé et le découragement. J'avais à peine commencé mon récit que j'aperçus l'oncle Marco de l'autre côté de la vitre, déposant un signalement de disparition. L'agente derrière la vitre me regarda, puis regarda Marco, son visage passant de l'ennui à la perplexité. Elle me fit signe d'attendre, puis me fit passer dans une petite salle d'interrogatoire, saturée d'odeurs de cigarettes froides et de produits ménagers. 21 minutes plus tard, l'inspecteur Chen entra avec 2 cafés et un carnet. Il posa une tasse devant moi, puis s'assit sur la chaise en métal de l'autre côté de la table. Son alliance tinta contre le métal, tandis qu'il ouvrait son bloc-notes. « Ton oncle dit que tu as des soucis à la maison », lança-t-il d'un ton neutre. « Tu veux me donner ta version ?» Je serrai mes mains autour de la tasse chaude, rassemblant mon courage. Les mots jaillirent. Le garage, les combats, le sang, la faim. Le stylo de l'inspecteur Chen avançait sur la page, mais son expression devenait de plus en plus sceptique. Quand j'eus terminé, il posa son stylo et se renversa dans sa chaise. « Donc tu me dis que ton grand-père vous fait vous battre comme dans un club de boxe ?»« Pas de la boxe, corrigeai-je, la frustration montant. Des combats jusqu'à ce que l'un d'entre nous saigne. Les perdants ne mangent pas. » Il se frotta les tempes, puis appela son collègue, l'agent Petrosian, dont le badge brillait sous la lumière blafarde. Dès qu'il entendit mon histoire, le visage de Petrosian se ferma, dur comme la pierre. « Écoute gamin, dit-il en croisant les bras. Ces familles venues d'ailleurs ont d'autres façons de faire. Mon propre grand-père nous faisait lutter aussi. C'est pas de la maltraitance, c'est la tradition. Tu peux pas appeler ça de la maltraitance juste parce que ça te plaît pas. » Mes protestations tombèrent dans l'indifférence la plus totale. En moins d'1 heure, il m'avait rendu à la garde de l'oncle Marco. Grand-père présidait le club local des anciens combattants et avait prêté de l'argent à la moitié de la ville. Alors les faveurs, c'était facile. Le trajet du retour sembla interminable. Les jointures des doigts de Marco blanchis sur le volant, tandis qu'il me parlait de la clémence de grand-père. « Si tu reviens sur tes accusations, nous avons croisé la maison de Louis. Sa voiture n'y était plus. L'allée, vide. De retour chez nous, grand-père s'était transformé en patriarche soucieux. Installé dans son fauteuil en cuir, entouré de mes oncles et tantes, il jouait à merveille le rôle de l'aïeul inquiet. Les garçons se battent entre eux, dit-il à l'assemblée, secouant tristement la tête. C'est naturel. Celui-là, il a trop d'imagination. Il passe trop de temps avec ses copains du théâtre. Le lendemain matin, une assistante sociale est arrivée. Madame Patel, une femme épuisée, m'a interrogé. En présence de toute ma famille. Grand-père était assis à côté de moi, sa main lourde posée sur mon épaule, mes parents encadrant l'autre côté. Chaque question qu'elle posait était comme filtrée à travers leur présence. « Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait du mal ?» demanda-t-elle, son stylo suspendu au-dessus de son bloc. Les doigts de grand-père se crispèrent imperceptiblement. Le pied de ma mère tapa le mien sous la table. 1 fois, 2 fois, un avertissement. « Non », ai-je répondu. « Juste des choses normales, de famille. » Madame Patel repartit en promettant un suivi. Mais on savait tous que ça n'arriverait jamais. Les services étaient débordés. 200 dossiers fermés ce mois-là. Le nôtre, juste un chiffre de plus. Le système était débordé, et nous avions l'air d'une famille soudée aux prises avec un adolescent en crise. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à planifier un album photo. La collection de trophées de l'oncle Marco existait encore quelque part. Pendant que la maison dormait, je me suis glissé dans le bureau de grand-père et j'ai décroché les clés de sa voiture, suspendues près de la porte. Mes mains tremblaient, comme les siennes dans le garage, alourdies par le poids de ce que j'étais sur le point de faire. Le bureau sentait le tabac à pipe et le cuir ancien. J'ai fouillé méthodiquement, tiroirs, étagères, placards. Finalement, derrière une rangée de registres comptables, je l'ai trouvé. La couverture en cuir de l'album était lisse à force d'avoir été manipulée. Je l'ai ouvert avec empressement, prêt à photographier les preuves avec un vieil appareil numérique que j'avais retrouvé. Mais les pages ne contenaient que des photos de famille normales. Anniversaire, remise de diplôme, repas de fête. Toutes les images de violence avaient été remplacées avec soin, comme si des décennies de brutalité n'avaient jamais existé. « Tu cherches quelque chose ?» Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, sa robe de chambre serrée autour de son corps amaigri. À la lumière de la lune, je pouvais voir à quel point elle avait perdu du poids récemment. Ses pommettes saillantes, sous une peau devenue fine comme du papier. « Maman, j'ai besoin de ces photos, les vraies. » Elle referma la porte derrière elle, puis vint s'asseoir sur le pouf en face de moi. « Je suis au courant pour la fin, » dit-elle doucement. « Je l'ai toujours su, mais qu'est-ce que je peux faire ? Partir sans rien ? Ton père a perdu son travail il y a 3 mois. C'est ton grand-père qui paie l'hypothèque, l'école de ta sœur, tout. » Le poids de ces mots m'est tombé dessus comme un voile sombre. « Alors, on continue juste à saigner ? Tu fais semblant jusqu'à tes 18 ans, dit-elle sans me regarder. Ensuite tu pars. C'est comme ça qu'on survit. » Le samedi approchait avec la fatalité d'un enterrement. Grand-père annonça un combat d'exhibition spécial pour mon retour, promettant à la famille que j'allais enfin être correctement éduqué. Les cousins qui avaient fui étaient tous revenus au fil de la semaine, avec des récits similaires. Pas d'argent, nulle part où aller, des parents qui avaient choisi la sécurité au détriment de la sécurité de leurs enfants. Vincent est revenu le bras en écharpe, parlant d'une chute en skate. Louis est revenu silencieux, son enregistreur miraculeusement disparu. Même le courageux petit Sean était de retour, bougeant avec précaution pour ne pas aggraver ses côtes.
Le vendredi soir, grand-père est venu dans ma chambre. Il s'est assis sur ma chaise de bureau, paraissant plus vieux que jamais, mais pas moins menaçant. « Ton père a tenté la même chose à ton âge », dit-il sur un ton calme. Il croyait pouvoir changer les choses. « Regarde-le maintenant, il dépend de moi pour tout. » Depuis l'encadrement de la porte, je voyais mon père, debout dans le couloir, les épaules affaissées, vidées. « Je t'offre un marché », continua grand-père. « Batte-toi une dernière fois. Montre à la famille que tu connais ta place. Ensuite, tu pourras arrêter. Je paierai même tes études. Mais cette rébellion se termine demain. » Son visage se durcit. « Sinon, regarde bien ce qui arrivera à Vincent, et ce sera ta faute. » Le samedi arriva sous un ciel chargé de nuages sombres. On m'enferma dans ma chambre pendant les préparatifs du combat, mais j'entendais tout à travers le plancher. Le frottement des pieds sur le béton, les voix d'hommes pariant, les rires nerveux des garçons essayant de paraître courageux. Puis les cris de Vincent commencèrent. Différents. Ce n'étaient pas les sons habituels du combat. C'était de la pure douleur. Je me suis rué contre la porte, la percutant de mon épaule jusqu'à ce que la poignée cède. En dévalant les escaliers, j'ai vu du sang s'infiltrer sous la porte du garage. À l'intérieur, c'était le chaos. Vincent gisait inconscient sur le sol, une plaie ouverte à la tête. Les adultes étaient figés, réellement choqués. Grand-père était allé trop loin, utilisant Vincent pour faire passer son message. Ma mère craqua enfin. « Ça suffit !» hurla-t-elle, repoussant l'oncle Tony. « Appelez une ambulance, maintenant! Ça se termine ce soir !» La pièce se divisa instantanément. Certaines femmes se précipitèrent vers Vincent. D'autres tentèrent de faire taire ma mère. Ma tante Catherine appelait déjà, les larmes coulant sur son visage. Les secours arrivèrent en quelques minutes. Les ambulanciers chargèrent Vincent sur une civière. Grand-père expliqua qu'il s'agissait d'un accident de skate, sa voix calme et convaincante. Mais l'ambulancière, une jeune femme aux yeux vifs, nota les incohérences dans les blessures. Elle prit des notes sur sa tablette, échangeant un regard avec son collègue. 40 minutes plus tard, après le trajet en urgence à l'hôpital, j'ai coincé une infirmière nommée Patricia et je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté attentivement, notant chaque mot, mais son expression exprimait plus de compassion que d'espoir. Sans la coopération de la victime, ce n'est que parole contre parole, expliqua-t-elle doucement. Si Vincent confirme la version de ton grand-père, et il l'a fait. Quand Vincent s'est réveillé, ses parents penchés au-dessus de lui, il a regardé droit le médecin et a dit qu'il était tombé en faisant du skate. Mais il m'a serré la main quand personne ne regardait. Dans sa poigne, il y avait des excuses. Patricia m'a montré quelque chose qui glaça mon sang. Le système informatique de l'hôpital contenait les dossiers de cousins, année après année. Nez cassé, côte fracturée, commotion. Toutes expliquées individuellement. Mais mises ensemble, elles formaient un schéma clair. « Je comprends ce que c'est », murmura Patricia. « Mais j'ai besoin d'un membre de la famille majeure pour faire un signalement officiel, quelqu'un présent dans la salle d'attente. » Ma mère hésita. Peut-être que maintenant, mais mon père l'interrompit d'un simple regard, lui rappelant ce qui était en jeu, l'avenir de nos sœurs, dépendant de l'argent de grand-père. En rentrant, j'ai trouvé mes affaires empilées sur la pelouse. Grand-père se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Tu n'es plus le bienvenu ici », déclara-t-il. « Mais légalement, je ne peux pas mettre un mineur dehors. Tu dormiras dans le garage. » Le garage empestait toujours le sang et la peur. Le cercle de craie était encore là, avec des zones plus sombres, incrustées. Je me suis fait un lit avec de vieilles couvertures de déménagement dans un coin, essayant de ne pas penser à toute la violence que ces murs avaient vue. En nettoyant, j'ai trouvé une dent coincée entre deux planches du plancher. Lundi matin, la conseillère d'orientation m'a convoqué. Madame Vance était assise derrière son bureau, les mains jointes, l'air profondément inquiète. « Ton grand-père a appelé », dit-elle. « Il est très inquiet pour ta santé mentale. Ces accusations que tu lances, les séances de thérapie obligatoires ont commencé ce jour-là. Le cabinet du docteur Brennan était luxueux, décoré de cuir et de bois sombre. Il a écouté mon histoire avec un intérêt professionnel, prenant des notes que je savais déjà biaisées. C'est ton grand-père qui paie ces séances, m'a-t-il révélé lors de notre 3e rendez-vous. Il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Parfois, un traumatisme peut altérer nos souvenirs, créer de fausses narrations. C'est là que j'ai compris. Chaque mot que je prononçais était utilisé comme preuve de mon instabilité. Grand-père construisait un dossier, celui d'un adolescent mentalement fragile, pour que personne ne me croie. Le samedi suivant, j'ai essayé d'enregistrer les combats depuis ma cachette dans les poutres du garage. Roberto m'a surpris. Il a écrasé mon téléphone sous sa botte pendant que les autres cousins regardaient. Aucun n'a bougé. Ils avaient appris le prix de la rébellion. Et moi, je n'avais plus de téléphone. J'ai commencé à tout écrire à la main dans un carnet. Les blessures, les participants, les dates. Je le cachais dans mon casier au lycée, pensant que c'était un endroit sûr. Mais le concierge l'a trouvé pendant un nettoyage de routine et, suivant le protocole, l'a remis au directeur. Le principal Morrison a convoqué une réunion de famille à propos des fantasmes dérangeants contenus dans mon journal. Grand-père était assis dans le bureau, secouant lentement la tête pendant que le principal exprimait son inquiétude face à mon imagination violente et à mes soi-disant faux souvenirs. Même les parents de Jake ont commencé à douter après que grand-père leur ait transmis l'évaluation préliminaire du docteur Brennan.
Peut-être que tu as vraiment besoin d'aide, a suggéré doucement la mère de Jake. Quand j'ai tenté de rester chez eux, ils ont parlé de délire, sérieux, d'une situation désespérée. Je suis allé au journal local. Le rédacteur en chef, Monsieur Garrison, m'a écouté poliment pendant que je racontais toute l'histoire. Il a pris des notes, posé des questions, mais je voyais bien le scepticisme dans ses yeux. C'est une accusation grave, dit-il enfin. Il nous faudrait des preuves, des témoignages concordants. Sans cela, ce ne sont que des suppositions. Et franchement, accuser une figure aussi respectée dans la communauté... En rentrant, j'ai constaté que grand-père n'avait pas perdu son temps. Les derniers trophées de combat avaient disparu, laissant des étagères vides. La famille effaçait son histoire violente en temps réel, éliminant toute trace. Louis m'a retrouvé ce soir-là, assis seul dans le garage. Il avait l'air épuisé, abattu. Je n'avais pas d'enregistrement, m'a-t-il avoué. J'ai menti pour renforcer ton bluff. Je pensais que ça suffirait, que ça les ferait arrêter. Je suis désolé. La vérité de notre situation s'est cristallisée à ce moment-là. Le but de grand-père n'était pas seulement de nous faire nous battre. C'était une question de contrôle, un pouvoir absolu jusqu'à ce que les garçons atteignent 18 ans et partent volontairement. Trop brisés pour défier l'ordre familial à nouveau. Il me restait 2 ans à survivre. J'ai recommencé à tout documenter, mais en le cachant à des endroits inaccessibles à la famille. J'utilisais les ordinateurs de la bibliothèque pour rédiger des témoignages, stocker des notes dans un casier à la gare routière, chaque preuve soigneusement dissimulée. Pour maintenir les apparences et éviter des sanctions plus sévères, j'étais forcé d'assister au combat comme simple spectateur. Assis sur un seau renversé dans un coin, je regardais mes cousins s'ensanglanter, gravant tout dans ma mémoire. Les plus jeunes commençaient à me rejeter, endoctrinés par la propagande de grand-père. Les nouvelles générations prenaient racine dans un terreau de peur et de soumission. Une petite victoire. J'ai convaincu 2 mères d'inscrire leurs fils à des activités le soir des combats. Leçons de piano et entraînement de foot devinrent leur bouclier. Mais grand-père a vite repéré le schéma, et il a commencé à déplacer les combats de manière aléatoire. Dimanche matin, mercredi soir, selon son bon vouloir. Un soir, mon père m'a parlé en privé, me trouvant seul dans le garage. Il paraissait plus vieux que son âge, usé par des décennies de silence. « J'économise de l'argent », murmura-t-il, en jetant un coup d'œil inquiet vers la porte. « Quand tu auras 18 ans, je t'aiderai à partir. Tiens bon jusque-là. » Mais tenir bon, ça voulait dire regarder des enfants de 10 ans entrer dans le cercle. Ça voulait dire voir des garçons que j'avais essayé de protéger apprendre à aimer la violence. Certains cousins s'entraînaient désormais de leur propre gré, complètement enracinés dans le système. Ma cachette de documents a été découverte quand ma tante a nettoyé la bibliothèque lors d'un bénévolat. Elle a tout détruit, pour protéger la famille, m'a-t-elle dit plus tard. Son propre fils approchait de l'âge du cercle, et elle ne pouvait pas risquer la fin de cette tradition. Les alliances changeaient constamment, à mesure que les plus jeunes atteignaient 10 ans. Certains adhéraient pleinement à la tradition, y voyant une voie vers la reconnaissance de grand-père. D'autres venaient me trouver en secret, me suppliant de les aider. Je n'avais rien à leur offrir. Roberto a surpris tout le monde en battant le combattant le plus redouté de notre génération. Il m'a pris à part un soir, l'épuisement gravé sur son visage marqué de cicatrices. « Je suis fatigué de faire du mal à mes cousins », a-t-il dit, « mais je suis trop impliqué pour reculer maintenant. » Ensemble, on a créé une nouvelle cache de preuves, en utilisant les connaissances internes de Roberto pour tout documenter. On l'a caché dans un bâtiment abandonné près des voies ferrées, un endroit où je dormais parfois pour éviter l'atmosphère suffocante du garage. 3 mères instaurèrent des dîners familiaux les soirs de combat, offrant ainsi une excuse à leurs enfants. Grand-père réagit en déplaçant les combats au dimanche matin, adaptant sa tradition pour garder le contrôle. Mais ce fut la transformation des plus jeunes qui me brisa le cœur. Des garçons qui jouaient ensemble autrefois s'entraînaient désormais à se battre, croyant sincèrement au discours de grand-père sur la force et la fraternité. L'endoctrinement était total pour beaucoup d'entre eux. Puis, un jour, un tournant. Miguel, le petit de 8 ans qui avait filmé la toute première nuit, avait continué à enregistrer en secret. Il me montra une vidéo claire de grand-père frappant Domingo pendant une démonstration. Du sang éclaboussait pendant qu'il enseignait aux plus grands la bonne technique. Mais j'étais dans le cadre. Je regardais, sans intervenir. Ma complicité était évidente, même si elle m'avait été imposée. Ma mère découvrit notre nouvelle cache de preuves un soir où elle me suivait discrètement. Elle me confronta dans le bâtiment abandonné, les larmes coulant sur son visage amaigri. « Tu vas tous nous faire tomber pour tes principes ?» s'écria-t-elle. « Je saute des repas pour économiser. Tes sœurs ont besoin d'une éducation. Et toi, tu veux tout détruire ?» C'est là que j'ai pris ma décision. Survie avant justice. J'attendrai mes 18 ans. J'allais collecter des preuves pour l'avenir, pas pour maintenant. Le soir suivant, grand-père m'obligea à arbitrer un combat entre 2 enfants de 10 ans. Des visages encore innocents, jamais frappés auparavant. Je me tenais dans le cercle, comptant les gouttes de sang sur le béton, pleinement complice du système que j'avais juré de démanteler. Grand-père souriait depuis son fauteuil, sachant qu'il avait gagné cette manche. Vincent s'était rétabli, mais changé. La blessure à la tête lui causait encore des maux réguliers. Mais autre chose avait changé. Il me prit à part un soir, le regard grave. J'enregistre tout, cette fois pour de vrai. Pour le jour où on pourra enfin faire quelque chose. Un réseau silencieux se mit en place. Des cousins documentaient en secret, préparant un règlement de compte futur. La résistance s'était cachée,
mais elle n'était pas vaincue. À l'approche de mes 18 ans, grand-père fit une annonce qui me glaça le sang. « Notre fils prodigue recevra sa dernière leçon », déclara-t-il pendant le dîner d'anniversaire. « Il combattra. Il partira avec ma bénédiction ou restera avec mon respect. » Le message était clair. Une dernière humiliation. Une dernière tentative de briser ce qui restait de moi. Et alors, peut-être, je pourrais partir, si j'en étais encore capable physiquement. Les cousins murmuraient sur mon futur adversaire. Certains pensaient à Roberto, malgré notre alliance récente. D'autres soupçonnaient que grand-père ferait venir quelqu'un d'une autre branche de la famille, sans passer partagé. Mais moi, je savais. Je connaissais les méthodes de grand-père, sa manière de transformer la loyauté en arme. Ce serait Luis, mon tout premier adversaire, et mon dernier. Le cercle allait se refermer, une cruauté poétique. Et Luis, désormais totalement conditionné, se battrait pour vraiment me blesser. Ce garçon qui, autrefois, se tenait à mes côtés contre nos pères, était devenu le soldat modèle de grand-père. Les preuves que nous avions rassemblées étaient disséminées un peu partout dans la ville. Des fichiers numériques sur les ordinateurs de la bibliothèque, des documents papier dans les casiers de la gare routière, des vidéos sur de vieux téléphones cachés dans des bâtiments abandonnés, une archive fragmentée de violence, en attente du bon moment pour éclater. Mais ce moment semblait désespérément lointain, alors que j'étais assis dans le garage, écoutant le dernier combat à travers les murs. Le bruit humide des coups, les acclamations des hommes revivant leur propre jeunesse brutale. Le silence des mères qui avaient choisi la stabilité plutôt que la sécurité de leur fils. Encore 2 mois avant mon anniversaire. 2 mois à regarder, à documenter, à survivre. 2 mois de complicité forcée avec le système que j'avais tenté de détruire. Le cercle de craie attendait, patient et affamé, prêt pour un dernier sacrifice. Le dimanche matin arriva, suivant le nouveau calendrier de grand-père. Depuis l'embrasure du garage, j'observais les mères pressées, traînant leur fils à l'église sous prétexte d'une urgence religieuse. 3 familles réussirent à éviter le combat du matin, mais les yeux de grand-père suivaient chaque absence avec une froideur calculatrice. Roberto me coinça derrière l'abri à outils. Ses phalanges étaient ouvertes, abîmées par les démonstrations de prise sur les plus jeunes. « Ton anniversaire est dans 6 semaines », dit-il en jetant un œil derrière lui. Louis s'entraîne en secret. Grand-père le coach lui-même. La semaine suivante, grand-père institua des inspections surprises. Il surgissait aux cours de piano, aux entraînements de foot, même aux événements scolaires, pour vérifier que ses petits-fils ne se cachaient pas derrière des excuses bidons. Le récital de piano chez Madame Chen fut annulé quand grand-père débarqua, exigeant que ses élèves rentrent chez eux pour des obligations familiales. Je passais mes nuits dans le bâtiment abandonné, ajoutant des preuves à notre cache. Roberto y apporta des photos de dossiers médicaux qu'il avait volés dans le classeur de sa mère, des années de visites aux urgences, toutes soigneusement archivées. On enveloppa tout dans du plastique, puis on cacha le tout sous les planches pourries du plancher. Cette semaine-là, 2 cousins vinrent me voir séparément. Marcus, 12 ans, dont le premier combat approchait, me supplia de lui apprendre le truc des poches de faux sang. J'ai dû lui expliquer pourquoi ça ne marchait plus. J'ai vu l'espoir s'éteindre dans ses yeux. Carlos, 8 ans, voulait juste savoir si la faim finirait par cesser de faire mal. J'ai menti. Je lui ai dit que oui. Lors du combat suivant, grand-père annonça une nouvelle règle. Les vainqueurs mangeraient désormais devant toute la famille élargie, pas seulement face à leur adversaire. Il voulait que les mères voient que leur fils affamé, qu'elles comprennent le prix de la désobéissance. Ma tante Maria n'a tenu que 10 minutes avant de craquer, poussant son assiette vers son fils perdant. Grand-père l'a banni des 3 prochains dîners. Les migraines de Vincent s'aggravèrent lors d'un combat particulièrement violent entre 2 garçons de 14 ans. Il s'effondra dans le garage, tenant sa tête entre ses mains. Le médecin de la famille, un partenaire de golf de grand-père, prescrivit des antidouleurs et recommanda « moins de stress ». Personne ne mentionna la cause évidente. Je découvris que grand-père rendait visite chaque semaine à ma conseillère scolaire pour lui donner des nouvelles sur ma santé mentale. Désormais, Madame Vance me regardait avec pitié, convaincue que j'étais délirant. Mes professeurs reçurent des copies des rapports du docteur Brennan, qui me décrivait comme un adolescent troublé, obsédé par des idées violentes. Le point de rupture de Roberto arriva 3 semaines avant mon anniversaire. Forcé d'affronter son petit frère, il refusa de porter le coup final. Les 2 restèrent affamés. Ce soir-là, Roberto fit ses valises et disparut. Ses parents signalèrent sa disparition. Mais je savais qu'il avait trouvé refuge chez la famille de sa petite amie au Nevada. Un allié de moins, mais j'étais soulagé qu'il ait pu s'échapper. La transformation des plus jeunes s'accéléra. Ils formèrent des groupes d'entraînement, se réunissant après l'école pour perfectionner leur technique. Diego, 10 ans, se vantait des prises que grand-père lui avait enseignées en privé. La tradition évoluait, devenant autonome. Même sans la génération précédente, ces garçons perpétuèrent la violence. Ma mère, sa perte de poids, était devenue impossible à ignorer. Elle donnait si souvent ses portions à ma sœur que ses vêtements pendaient sur elle. Quand je l'ai confrontée, elle a simplement dit « Encore 2 semaines. Après, tu seras libre. Et les choses iront mieux. » Mais on savait tous les deux que rien n'irait mieux. Grand-père ne permettrait jamais que les choses s'apaisent. Miguel multipliait les enregistrements secrets. À 8 ans, il était devenu notre atout le plus précieux. Son âge le rendait invisible aux yeux des adultes.
Il me montra une séquence où grand-père enseignait aux garçons plus âgés des techniques de guerre psychologique, comment briser un adversaire mentalement avant même le premier coup. Mais chaque vidéo incluait les visages d'autres cousins, les impliquant tous dans le système. Grand-père programma une réunion de famille une semaine avant mon anniversaire. Des cousins d'autres États allaient revenir, y compris ceux qui avaient dépassé l'âge du cercle depuis longtemps. Mais le but réel était limpide, être témoin de ma dernière humiliation. Il voulait que toutes les branches de la famille me voient brisée. J'ai tenté une dernière fois d'alerter les autorités. Un autre commissariat, une autre détective, l'inspectrice Williams. Une femme au regard bienveillant qui m'a écouté jusqu'au bout. Elle a pris des notes, posé des questions de suivi, semblait même me croire. Puis elle a passé un coup de fil pour vérifier mon dossier et a découvert les rapports du Dr Brennan. L'entretien s'est terminé avec des brochures sur la santé mentale. Vincent mit en place une nouvelle tactique. Pendant les combats, il se positionnait de manière à interférer par accident lorsque les choses devenaient trop graves. Une chute volontaire ici, une bouteille d'eau renversée là, de petites perturbations qui évitaient les blessures graves. Grand-père s'en rendit compte mais ne pouvait pas prouver qu'il le faisait exprès. 3 semaines avant mon anniversaire, Louis commença ses préparatifs finaux. Je l'ai observé dans le garage, s'entraînant sur un sac de frappe installé par grand-père. Sa technique était impeccable, brutale. Le gamin apeuré de 10 ans que j'avais affronté n'existait plus. Il m'a surpris en train de le regarder et m'a simplement fait un signe de tête, comme un bourreau saluant sa future victime. Le plan d'épargne de mon père tomba à l'eau. Grand-père, désormais méfiant envers tout le monde, avait resserré son contrôle sur les finances familiales. Les relevés bancaires arrivaient d'abord chez lui. Le moindre retrait suspect faisait l'objet d'un interrogatoire. Mon père réussit à cacher $300 en liquide, loin d'être suffisant pour fuir. La réunion de famille arriva, avec des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des hommes dans la vingtaine et la trentaine, arborant encore les cicatrices de leur jeunesse. Ils partageaient leurs anecdotes de gloire, comparaient leurs techniques, riaient, parlèrent de la fin comme d'un rite d'initiation. Pas un seul ne dénonça la tradition. Ils avaient été brisés puis reconstruits à l'image de grand-père. Grand-père fit une annonce en grande pompe devant 40 membres de la famille. Le retour du fils prodigue. Il recevra sa dernière leçon à son anniversaire, déclara-t-il. Il combattra au coucher du soleil, là où les vrais hommes se prouvent. Louis se tenait à ses côtés, déjà vêtu de ses habits de combat. Le message était limpide. Ce n'était plus seulement une tradition, c'était une exécution publique, la répression totale d'une rébellion. Ce soir-là, je retrouvais Vincent et les rares cousins qui résistaient encore, en silence. Nous avions des preuves, mais aucun moyen de les utiliser sans faire s'effondrer la stabilité financière de notre famille. Les vidéos de Miguel, les photos de Roberto, mes dossiers, tout cela était inutile face à l'emprise économique de grand-père. Nous étions coincés entre justice et survie. Le jour de mes 18 ans se leva, gris et lourd. Toute la famille élargie était réunie dans la maison, l'excitation palpable. Des oncles venus de loin étaient revenus pour assister au spectacle. Des cousins filmaient tout avec leur téléphone, créant leur propre documentation, la preuve que la tradition perdurait. Le garage avait été décoré avec des banderoles, la force par la lutte et les liens du sang. Quelqu'un avait repeint le cercle de craie, le rendant plus large pour accommoder la violence attendue. Des chaises pliantes bordèrent les murs pour les spectateurs. Ce n'était pas un simple combat, c'était une cérémonie. Louis s'échauffait dans un coin, concentré au maximum. Grand-père lui avait offert de nouveaux gants, plus légers, faits pour couper plus facilement. Chaque détail avait été pensé pour maximiser les dégâts. L'oncle Tony vérifiait la porte du garage, s'assurant qu'elle se verrouillait bien. Cette fois, aucune échappatoire. Je fis une dernière vérification de notre cache de preuves dans le bâtiment abandonné. Tout était encore là, caché, en attente d'un un jour hypothétique. Peut-être quand les plus jeunes auraient grandi. Peut-être quand grand-père relâcherait son emprise. Ou peut-être cela pourrirait sur place. Un monument à une résistance avortée. Alors que le soleil déclinait, la famille étendue se rassembla. Les mères tenèrent leurs jeunes enfants contre elles, murmurant des explications sur cette tradition familiale. Les hommes formèrent leur cercle habituel, mais cette fois, il y avait 3 rangs. Grand-père était assis sur un fauteuil spécial, surélevé, pour voir au-dessus de la foule. Son œil de verre attrapa un rayon de lumière alors qu'il souriait. « Ce soir, annonça-t-il, nous rappelons à tous ce qui arrive à ceux qui défèrent la famille. » Sa voix portait une autorité absolue. Louis s'est entraîné dur, il comprend l'honneur. Il délivrera une leçon nécessaire. Ils verrouillèrent la porte de l'intérieur. Personne ne sortirait tant que du sang n'aurait pas touché le béton. Je me tins dans le cercle, écrasé sous le poids des attentes de 40 membres de la famille. Louis entra par l'autre côté, les muscles tendus, prêt à détruire ce qu'il restait de notre amitié d'enfance. Le combat débuta sans cérémonie. Louis s'attaqua immédiatement. Des enchaînements que grand-père lui avait inculqués pendant des semaines. J'esquivais, je parais, mais je refusais de riposter. La foule s'impatienta. Certains criaient pour voir du sang. D'autres exigèrent que ça bouge. La frustration de Louis monta à chaque coup manqué. Il s'était préparé à une guerre, mais se retrouva face à une esquive permanente. Ses attaques devinrent plus désordonnées, plus désespérées. L'entraînement de grand-père n'avait pas prévu un adversaire qui ne rendait pas les coups. La chorégraphie méticuleuse s'effondra dans le chaos, et c'est là que Vincent intervint. Lors d'une ruée particulièrement fébrile de Louis, Vincent fit tomber la table d'eau par accident.
Le bruit détourna l'attention de tout le monde. Louise glissa sur le béton mouillé et s'écrasa au sol. Son coude éclata à l'impact. Le sang se mit à couler. Le garage éclata en confusion. Techniquement, le sang avait touché le sol, mais à cause d'une chute, pas d'un coup. Grand-père se leva, le visage pourpre de rage. Mais les règles étaient les règles. Le combat était terminé. Louis restait au sol, fixant son coude ensanglanté avec stupeur. Je l'aidai à se relever, lui murmurant un pardon qu'il n'accueillit pas. La foule se dispersa, déconcertée, privée de son spectacle. La cérémonie parfaite de grand-père s'était transformée en farce. Au dîner, je mangeais pendant que Louis, le bras bandé, restait devant une assiette vide. L'ironie n'échappa à personne. Le guerrier, choisi par grand-père, vaincu par une maladresse. Le repas se passa dans un silence tendu. La tradition avait été respectée, mais profondément fissurée. Cette nuit-là, grand-père me convoqua dans son bureau. Il était assis derrière son bureau, et pour la première fois, il avait vraiment l'air de ses 78 ans. Ses mains tremblaient, pas de colère, mais de peur, ou peut-être pour la dissimuler. « Tu as gagné, sans gagner », dit-il enfin. Puis il me fixa durement. « Pars, ne prends rien, et ne reviens jamais. » Je partis avec les vêtements que j'avais sur le dos, et les $300 que mon père avait réussi à me cacher.